ça donne si je suis comme ça. Vas-y, parle. C'est pour voir si on voit quand même encore le paysage avec ta grosse tête. Coucou tout le monde. Bon bah nous voilà en Équateur. On fait cette petite vidéo parce que ça fait 100 jours qu'on est en voyage, donc un peu plus de 3 mois. Et on voulait faire un petit bilan, autant pour vous que pour nous. Donc on a préparé quelques petits sujets à aborder. On s'est surtout dit que les présidents faisaient le bilan des 100 jours, les présidents de la République, et ben nous aussi on va faire notre bilan. Voilà, exactement. Donc bah, comme vous pouvez le constater, on est toujours vivant. On a résisté jusqu'à maintenant. Là on est en Équateur, donc on est un peu en retard sur les autres vidéos. Notre nez il n'a pas trop résisté au coup de soleil quand même. Ouais, mais malgré la crème solaire, un chapeau d'explorateur, rien n'y fait, le nez prend toujours très cher avec le soleil. Mais bon, on est toujours vivant, tout va bien, on est en bonne forme, on a toujours le sourire. On mange bien aussi. Oh oui. Julien il peut nous en dire un peu plus. Oh bah, en Colombie on a mangé, pour rester poli, de la bandera. La bandera c'est bandera ça veut dire plateau en fait. Voilà, c'est un plat typique, mais typique de toute la Colombie et qui servent matin, midi et soir. Donc c'est composé d'une soupe. Le matin, Ils en mangent quand même aussi. C'est hein. vrai. Et c'est composé d'une soupe, alors ça peut varier. Des fois on a la chance de tomber sur une soupe de tripes. Et puis ensuite on a un plat composé souvent de riz, un petit morceau d'avocat de temps en temps, des haricots rouges en sauce. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec? Les patacones, hein. Les patacones, c'est les bananes plantains frites, donc il y a beaucoup de choses qui sont frites. Ah oui, frites tout. Donc pour ceux qui s'inquiètent de savoir si on mange bien ou pas, surtout nos mamies elles nous ont souvent demandé si on mangeait bien. Il n'y a pas de problème, on est bien nourris, ça il n'y a aucun problème. Après c'est pas toujours très varié. Ouais. Mais sinon après en Équateur c'est un peu mieux, ils font du hornado, donc c'est du porc effiloché cuit très longtemps au four, ça c'est super bon. Ouais. C'est un peu un plat du dimanche. Et puis ils font un peu plus de quinoa. On commence à en avoir ici. Ouais. C'est un petit peu plus varié, mais bon, ça reste quand même sur le principe de la bandeja. C'est une soupe, c'est comme un menu du jour quoi. C'est consistant et ça aide à affronter l'altitude. Hein, souvent ce qui est servi avec c'est soit du poulet, soit une escalope de porc, soit un morceau de poisson. Enfin souvent c'est un poisson entier frit quand on est proche de la rivière. Et puis c'est toujours local en fait. Ça c'est vraiment un truc. Ils mangent toujours très très local. Ouais, ça c'est toujours local et ça c'est assez appréciable. C'est qu'en fait comme il y a toujours à peu près tout autour de nous, en fait on mange local, ce qui change parfois de notre vie en Europe où on achète tout au supermarché et où des fois ça vient soit d'un autre pays, soit de l'autre bout de la France. Ou de l'autre bout du monde. Ou de l'autre bout du monde, ouais. Parce qu'on mange beaucoup de fruits aussi, ça on n'en a pas parlé, mais des bananes, un ananas, des oranges pour le petit déjeuner le matin, se faire un jus pressé, que du bonheur. Jus, on en consomme tout le temps, des jus de fruits frais, et puis des fruits... C'est de l'eau, du sucre et des fruits en fait. Ils ont tous dans leur cuisine, ils ont tous un blender, et en fait ils font des jus... des jus naturels. Fruits frais, ouais, ça c'est trop bien. Ça c'est un petit jus de... On ne sait pas si c'est morojo ou borojo. Voilà. Et après... ça ne nous a pas empêché de perdre du poids parce que malgré qu'on mange beaucoup frit, donc dans la graisse, mine de rien, Camille, elle a perdu à peu près... Moi, je pense que j'ai perdu 6 kilos. En fait, les dernières estimations, la dernière fois qu'on s'est pesé, c'était il y a un moment, il y a à peu près 2 mois. Ouais. Et Camille, à cette époque, elle avait déjà perdu 5 kilos, moi 10 kilos. Je pense qu'on en a encore perdu un peu depuis, mais bon, le plus gros a été fait dès le début. Ah, c'est clair, on a vite perdu. Ouais. Mais on n'arrête pas de manger. Ouais. Et puis quand on tombe malade aussi, on perd du poids rapidement. Moi, je suis tombée malade 2 fois. J'ai mangé un truc pas frais, bon, ça pourrait arriver n'importe où. J'ai été malade 2 fois et ce qui est énervant, c'est que Julien n'est jamais tombé malade. J'ai eu cette chance. Voilà. Mais bon, on n'est pas à l'abri
Demain, d'ailleurs, on va pas s'éterniser sur le sujet parce que, à mon avis, demain, je vais tomber malade si on continue à en parler. Ah oui, j'espère pas. Bon, niveau itinéraire, sinon, on a fait déjà un peu plus de 2600 km. Et 44 000 mètres 44. de dénivelé positif. Donc ça veut dire que le dénivelé positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est parti en partant de 0 mètre, on est monté jusqu'à 44 km au-dessus. Donc on n'est pas à 44 km au-dessus du niveau de la C'est mer, en mais cumulé. en montant et en descendant, et ben en cumulé, toutes les montées qu'on a faites, c'est 44 km. Donc pour finir, en fait, c'est ça qui est presque le plus représentatif parce que les Andes, ça grimpe, bon, on le savait. Bah d'ailleurs, là on est proche, là on est à 3900 mètres. Demain, normalement, on va passer à la barre des 4000. Ouais. Mais ouais, ça grimpe pas mal, c'est pas les Alpes. Hein. Ouais, bah du coup, en montant en altitude, on ressent aussi le souffle plus court. Bon, c'est pas le mal d'altitude à proprement dit parce qu'on le vit bien, on monte doucement et on a un rythme assez lent par rapport à la moyenne des voyageurs, par rapport à la plupart des voyageurs qui font le même parcours que nous. Et donc en fait, nous on est vraiment tranquille, on est un peu en mode pépère. On fait en moyenne 30-40 km par jour, pas plus, et puis des fois on s'arrête 3 jours, 2 jours. Ouais. Donc on a le temps. Mais l'altitude, là pour monter ici par exemple, on a eu une grosse côte et on avait un peu de mal à récupérer entre tous les 200 mètres où on s'arrêtait. Mais du coup voilà, on s'y fera au fur et à mesure. Là on est en Équateur, on est un peu dans le centre de l'Équateur, là où il y a les plus grosses altitudes. Le Chimborazo qui est le point culminant de l'Équateur, c'est dans 3-4 jours. Ouais. Donc voilà, on a fait les grosses altitudes de l'Équateur. Mais bon ça va, on s'y fait. On a le souffle court, mais quand on s'arrête, on reprend vite notre souffle. Du coup, physiquement, je dirais qu'on se ménage un peu. C'est plutôt... On n'a pas vraiment trop de problèmes. Pas de problème d'articulation, pas de problème de muscles. Dès qu'on sent des petites contractures, on fait des massages et puis franchement, ça passe bien. Ouais, on se bichonne quoi. Voilà. Et puis moralement, comment ça va moralement ? Moralement ça va parce qu'en fait, au début, voilà, il a quand même fallu se faire à l'idée, enfin pas à l'idée, mais il a fallu se dire que voilà, c'était une vie différente, un continent différent, une culture différente aussi. Et puis, après on a vécu les choses différemment. Mais voilà, penser que on est toujours dehors, on est toujours exposé. Au début de la Colombie, ça a été un peu compliqué parce que c'était assez pauvre et il n'y avait pas toujours de la bienveillance dans le regard des gens, donc c'était un peu compliqué à gérer. Il fallait trouver des endroits sécures pour dormir, donc pour finir, on a dormi à 90% dans les hôtels en Colombie. Ouais. Julien l'a un peu regretté, mais moi ça m'a vachement rassurée parce que puis les Colombiens nous ont beaucoup dit desconfia en todos, donc ça veut dire ne faites confiance à personne, donc c'était pas évident. Donc moralement au début ça a été un peu compliqué, il a quand même moi j'ai eu besoin quand même d'une période d'adaptation, ça a duré un mois et demi, mais là ça va. Après on apprend aussi à se dire qu'on a quand même de la chance d'être là, de pas avoir à aller bosser tous les jours. Bon après on a prévu tout ça depuis longtemps, donc on s'était organisé pour ça financièrement et logistiquement parlant. Mais moralement, là ça va. Après, il y a toujours des petites périodes. Il y a des coups de mou, des petits coups de cafard. On se soutient. On se soutient. Généralement, quand il y en a un qui va pas bien, l'autre il n'a pas vraiment le droit de pas aller bien. Il est plutôt là pour soutenir l'autre. Ouais. Et on a rencontré quelques voyageurs solos qui justement nous disaient qu'on avait de la chance de voyager à deux. Ouais. Et que pour le moral, c'était vachement important parce que c'est vrai que quand tu te trouves que ce soit physiquement ou moralement, tu te trouves dans des moments un peu difficiles. Quand tu es à deux, il y en a toujours un qui prend le pas sur l'autre, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est cool. Mais toi, moralement, tu es tranquille? Moi, ça va, ouais. Je m'étais bien préparé et puis vraiment, j'adore le voyage et un peu l'inattendu, trouver des opportunités. C'est vraiment ce qui me plaît. Mais non, moralement, ça va. Ça va. Ouais. Et il y a un autre sujet qu'on voulait aborder aussi, c'est une question qu'on nous pose de temps en temps, c'est 24 heures sur 24 ensemble. 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, comment ça se passe ? Parce que, mine de rien, là, ça va bientôt faire presque 4 mois, on est à 3 mois et demi à peu près. Après, ça fait 9 ans qu'on est ensemble, donc on se connaissait pas mal déjà. Mais ça aide beaucoup. Mais quand même, voyager ensemble, ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble ou vivre à distance. C'est encore quelque chose de complètement différent. On découvre encore des facettes de notre personnalité
Et franchement, c'est parfois un peu difficile, mais je dirais c'est le secret de tous les couples, hein, c'est la communication, quelles que soient les situations. Il faut vraiment prendre le temps de se parler, de se comprendre, et puis de pas s'en mettre plein la figure et de jouer au ping-pong. C'est vraiment d'écouter l'autre, et puis, mais pas juste écouter, comprendre. Ouais. C'est ça qui est vraiment important, je pense. Ben, je pense qu'avec le voyage, on a aussi appris à mieux s'écouter et de toute façon certainement avec plus de qualité parce que en fait, quand on est tout le temps ensemble, on apprend on prend plus de temps à essayer de comprendre l'autre. Et ça j'avoue que je pense que, moi j'ai réussi à comprendre certains agissements de Julien en étant 24 heures sur 24 avec lui. Donc finalement, c'est pas négatif du tout, quoi. Après, c'est sûr que il faut, que ce soit en couple ou en duo, hein, je pense que c'est important de quand même bien savoir la personne avec laquelle tu pars parce que il y a quand même une partie de confiance. Par exemple, quand t'es malade, Julien, il est toujours très prévenant, mais quand moi je suis malade, c'est lui qui prend les rênes et vice versa. Comme il a encore jamais été malade, j'ai pas eu l'occasion, mais je prendrai le rôle à bras le corps quand j'espère que ça se présentera pas. Mais ça va. N'en parlons pas plus. Voilà. Et justement, ça nous aide aussi beaucoup pour les prises de décision parce que Ouais. c'est quelque chose qui nous concerne vraiment à travers ce voyage. C'est tout le temps être sur les prendre des décisions, surtout en fait. C'est tout au long de la journée, c'est continuellement des prises de décision. On est tout le temps en train de se dire quel itinéraire on prend, à quelle personne on peut faire confiance, où est-ce qu'on va manger. Ça c'est moins grave, mais C'est moins grave, il y a un caractère risque moins important, mais quand même c'est vraiment des prises de décision tout le temps. Et puis du coup quand on est seul, c'est forcément plus simple, la décision est prise rapidement, mais quand on est deux, ça nécessite toujours un petit peu soit d'en discuter, soit de faire confiance à l'autre quand il faut prendre des décisions rapidement et puis qu'on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais j'avoue que ça c'est vraiment un sujet sur lequel on fait vraiment attention parce que ça fait partie pleinement de ce voyage et c'est ce qui crée ce voyage en fait. Donc, ce qui est important, c'est d'instaurer un dialogue, mais que ce soit un vrai dialogue en fait. Parce que moi, j'ai quand même tendance je pars plus au quart de tour que Julien est beaucoup plus posé. Et donc du coup, pour prendre des décisions par rapport au danger, par rapport à des situations un peu... on n'en a pas vécu, mais bon, il y a eu des situations un peu touchy, on pourra peut-être... rocambolesque. Ouais, voilà. Mais c'est sûr qu'il faut instaurer un vrai dialogue et être à l'écoute de l'autre et puis garder la tête froide en fait. Et quand... des fois, il y en a qu'un sur les deux qui a la tête froide, dans ces cas-là, il faut redoubler de patience. de patience, ouais. Est-ce que la France nous manque ? Moi, c'est pas la France qui me manque, c'est le fromage. Surtout en ce début d'hiver européen, où vous nous postez des photos de fondue et de raclette, donc s'il vous plaît arrêtez, ou alors envoyez-moi une meule de raclette par la poste. Mais sinon, non, la France me manque pas. Après, moi au début, ce qui m'a manqué, pas ce qui m'a manqué, mais ce qui m'a permis de prendre conscience, c'est que en France, on était quand même vachement en sécurité. Et que la recherche de sécurité, on se posait pas trop la question. Bon, après, on avait une vie confortable, donc c'était différent, mais le sentiment de sécurité, le sentiment d'insécurité, je l'avais jamais vécu aussi longtemps. Et donc ça, c'est sûr qu'en France, c'est cool. Je dirais que j'ai quand même une petite pensée pour tous les proches, la famille et puis les amis. Surtout qu'on n'arrive pas loin de Noël, donc... On a quand même un cercle très proche et du coup des fois c'est un petit peu dur. Alors on pense souvent à eux, on a la chance d'avoir souvent du wifi pour pouvoir leur passer un coup de fil et puis prendre des nouvelles, leur donner des nouvelles. Ça c'est vraiment quelque chose qui nous maintient, je pense, parce que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et pour eux aussi, je pense, mais pour nous c'est tout aussi important. Ouais. Bon, du coup, pour conclure notre bilan présidentiel, qu'est-ce que ça t'a apporté un peu ce voyage jusqu'à présent ? Parce qu'on en est encore loin de la fin, mais jusqu'à présent, ça fait déjà 3 mois et demi. Ouais, c'est vrai qu'en 3 mois, il y a pas mal d'évolutions
de pensées qui se sont déjà faites. Bah déjà, ce qui est génial, c'est de parler l'espagnol. C'est une langue qui est quand même... c'est la 3e langue la plus parlée au monde. Mhm. Donc c'est quand même cool de pouvoir se dire qu'on peut échanger avec encore plus de gens dans le monde. Donc ça déjà, c'est vraiment super. Parce qu'au bout de 3 mois, je pense qu'on se débrouille tous les deux super bien en espagnol. Et on se rend compte que c'est vachement important de parler la langue des locaux parce qu'il n'y a pas de barrière. Enfin, il y a une barrière culturelle, mais la barrière de la langue n'est pas là. Et ça, c'est super important. Après, ce que ça m'a apporté, c'est prendre conscience de certaines choses, comme on a de la chance d'être européen, on a de la chance d'être français, on a de la chance d'avoir un passeport français, et pouvoir passer les frontières facilement, quasiment sans visa, sans visa en fait. On passe à la frontière, on peut rester 3 mois facilement, donc, et c'est pas le cas de tous les pays du monde. Donc ça, c'est vraiment agréable, et on s'en rend pas compte quand on est chez nous. Les infrastructures en Europe, elles sont quand même en super état. Le système de santé est quand même très à notre avantage. L'éducation, c'est pareil. Enfin voilà, on a quand même beaucoup de chance de vivre sur ce continent, et plus particulièrement en France. Et c'est marrant de s'en rendre compte quand on la quitte parce que parfois, voilà, on a peut-être tendance à être critique, mais c'est pas si mal finalement. Et puis quoi d'autre, la relation à l'autre en fait, pour finir, y a parfois de la... Enfin moi je suis un peu une flippette en général, donc j'ai parfois eu peur au début, et en fait je me rends compte que c'est peur de l'autre en fait. Mais finalement ça a pas de sens, parce que finalement quand on considère l'autre comme son semblable, quand on le salue, la peur qui en fait est transmise à l'autre, elle devient communication. Et ça, c'est beau pour finir. Parce que rien que quand on dit bonjour à quelqu'un, il y a des visages qui s'illuminent, et ça fait plaisir sur la route. Et puis après, il y a forcément des prises de conscience par rapport à la planète, par rapport aux déchets. On parle du plastique, on dit plastique bashing, etc. Mais franchement, les déchets plastiques, c'est tout ce qui reste sur le bord des routes. Et on a croisé un cyclo qui s'appelle Florian, qui ramasse des déchets sur le bord de la route. Ça s'appelle Cycling Trip, si jamais vous voulez suivre son voyage, n'hésitez pas, parce que nous on le fait pas, parce que c'est pas un objectif qu'on s'est fixé, mais essayons au maximum de créer le moins de déchets possible, parce que on voit sur le bord de la route où ça termine, et ça termine dans l'eau. Notamment, la contamination de l'eau, c'est terrible, parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau, par exemple, elle est pas, la plupart du temps en Amérique du Sud, elle est pas potable. Et sans eau, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, par rapport à la planète, des prises de conscience encore plus qu'avant, et ça incite d'autant plus à penser à nos modes de consommation, et à ce que tout le monde fasse quelque chose. Je pense qu'il y a personne qui peut rien faire et dire j'ai pas le temps, ou il y en a qui font pire que moi, ou il y a des pays qui font pire que nous. Je pense que voilà, on a tous une responsabilité de consommateurs, et je pense que voilà, moi si j'ai un message à faire passer, c'est bougez-vous, parce que on le voit, c'est catastrophique en fait. Si on veut que l'homme survive et que la planète survive, il faut se bouger, il faut faire au minimum de déchets, et penser au maximum, est-ce que j'ai vraiment besoin de consommer comme ci ou consommer comme ça. Voilà ce que ça m'a apporté. C'est déjà pas mal en 3 mois. Et toi ? Et moi, j'ai l'impression qu'on va faire un peu ma psychanalyse. Je dirais que j'ai pas encore pris tout à fait conscience de tout ce qui m'entoure. Vivre de manière nomade, c'est découvrir des choses tous les jours, que ce soit les gens ou même dans la nature. Moi, ce qui m'a quand même pas mal étonné, c'est que finalement on a plus peur des humains que de la nature. Et ça, c'est quelque chose qui me perturbe un petit peu dans la façon de penser. Maintenant, aujourd'hui, j'arrive à prendre vraiment du recul, et pouvoir m'informer sur plein de sujets
dont je prenais pas le temps de faire avant quand je travaillais. Je pense notamment à la mondialisation, l'écologie, la géopolitique, les banques, les marchés financiers, et puis l'impact de tout ça, l'impact de l'individu, l'impact des entreprises, l'impact des gouvernements. Et donc je suis en train de vraiment prendre conscience de tout ça, de me dire que j'ai la chance de pouvoir prendre ce recul et puis de réaliser ça. Et que j'ai envie de construire quelque chose à mon retour ou même pendant. Mais en tout cas, j'y réfléchis sérieusement à vouloir essayer de bouger les choses, d'être un peu un élément qui est actif et non passif de notre société, de notre mondialisation. Et voilà, maintenant, prochaine vidéo du bilan, je pense que j'aurais plus avancé, mais j'ai encore vraiment besoin de prendre du recul sur tout ça. Parce qu'on rencontre plein de gens autour de nous qui ont plein d'histoires de vie, certains travaillent parce qu'ils ont besoin de survivre, d'autres travaillent parce que ça leur plaît, d'autres n'ont même pas besoin de travailler parce qu'ils sont rentiers. En fait, on a rencontré des gens avec des niveaux de vie absolument à l'opposé, quoi. Là, par exemple, on est dans un appartement très confortable et en même temps, quand on est arrivé hier, on était chez quelqu'un de... c'était différent et ça nous fait prendre conscience en fait. Donc voilà, je pense que le bilan c'est vraiment de la prise de conscience et puis c'est super positif parce qu'on arrive vraiment à prendre le temps de réfléchir à tout ça, de prendre du recul et puis de vouloir rentrer avec plein d'idées, plein de projets. De connecter les humains en fait. Voilà, c'est ça, de connecter les humains et bon, on va essayer d'avancer dans ce sens, quoi. Ouais. Voilà. Bon merci d'avoir regardé la vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Et si vous avez envie de réaliser votre rêve et de partir en voyage comme nous, faites-le parce que vraiment, humainement, c'est super enrichissant. Et même si c'est sur une plus courte période, je pense que on a tous à gagner à rencontrer l'autre. Et voilà. Clap de fin.